Bonjour à toutes et à tous, émission spéciale sur Radio Campus. Nous nous retrouvons pour la deuxième saison des émissions du Grand Échange, des émissions réalisées par l'Actuality, groupe d'émissions de débat étudiants, avec le journal de la Corporation Médecine de Lille, la CEML. Aujourd'hui, nous retrouvons professeur Monaka pour une émission sur le sommeil. Bonjour professeur Monaka. Bonjour. Vous êtes neurologue, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Hippolyte est avec nous également, bonjour Hippolyte. Bonjour. Tu es étudiant en deuxième année de médecine. Exactement. Première question, professeur Monaka, car nous nous retrouvons pour une émission sur le sommeil des étudiants en période de confinement et en période de révision. Les 8 heures de sommeil sont-elles la durée minimum pour une journée de révision pleinement efficace ? Alors avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur le temps de sommeil nécessaire. Parce que 8 heures de sommeil, ça peut être tout à fait suffisant pour, on va dire, la majorité des étudiants. Et pour certains, il leur en faudra un petit peu moins, et pour d'autres, il leur en faudra beaucoup plus. Puisqu'on est tous très différents en termes de sommeil, et on est génétiquement programmés pour être court, moyen ou long dormeur. Le moyen dormeur aura effectivement besoin de 8 heures environ de sommeil pour être en forme, pour être capable de bien réviser, pour pouvoir avoir une journée tout à fait normale. Mais pour 10 à 15% de la population, on aura besoin plutôt de 9 heures de sommeil par nuit pour être efficace le lendemain. 9 heures, d'accord. Ça peut aller jusqu'à 9 Ouais. heures, en tout cas, voilà, c'est pas obligatoire. À chacun de se connaître et de savoir le temps de sommeil qui lui est nécessaire pour dormir pour être en forme dans la journée. D'accord. Du coup, en moyenne, on a 3 à 5 cycles de sommeil de 90 minutes pour avoir un sommeil efficace. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un cycle de sommeil, s'il vous plaît ? Alors, un cycle de sommeil, c'est la succession de différents stades de sommeil. On a tous du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. C'est le sommeil où classiquement surviennent les rêves. Et au cours d'une nuit normale, ces 3 différents stades de sommeil vont s'organiser de façon très particulière, à savoir que vont se succéder du sommeil léger, puis du sommeil profond, puis du sommeil paradoxal. Et cette succession, ça s'appelle un cycle de sommeil. Et ce cycle de sommeil dure en moyenne 1h30 chez un adulte. Les cycles de sommeil de début de nuit vont comporter principalement du sommeil profond, qui est un sommeil bien récupérateur sur le plan, on va dire, repos physique et mental. Et en fin de nuit, on aura principalement du sommeil léger et du sommeil paradoxal dans ces cycles de sommeil. Et on sait que le sommeil paradoxal joue un rôle un peu différent, notamment sur le plan cognitif, donc sur le plan mémoire notamment. Et donc sur une nuit normale, en fonction du temps de sommeil qu'on s'accorde ou qui nous est nécessaire, on va faire 4, 5, 6 cycles de sommeil. 4 cycles de sommeil, ça fait uniquement 6 heures de sommeil, donc en général c'est insuffisant. On peut aller jusqu'à 6 cycles de sommeil, c'est-à-dire 9 heures de sommeil sur la nuit, ce qui est un petit peu plus physiologique, on va dire. Est-ce qu'il vaut mieux se coucher plus tard ou se lever plus tôt pour réviser ? Ça, c'est la grande question des étudiants. Effectivement. Alors, c'est pas facile de répondre de façon très binaire. C'est pas je dois me coucher tôt ou je dois me lever tard. Là aussi, c'est comme pour le temps de sommeil. On est génétiquement programmé pour être des couches tôt ou pour être des couches tard. Et donc là aussi, il faut savoir se connaître et savoir, moi, à quel moment de la journée je suis le plus performant pour réviser. Vraiment KO, il faut que j'aille dormir. Donc là aussi, c'est chacun doit décider. On a néanmoins une majorité d'étudiants qui vont plutôt être couche tard, lève tard, parce que génétiquement et aussi physiologiquement, à l'adolescence ou pour les adultes jeunes, on a plutôt tendance à se coucher tard et à se lever tard. Néanmoins, ça ne sert à rien de traîner jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'à un moment donné, on est plus performant. Il vaut mieux parfois s'arrêter, bien dormir, pour être en forme le lendemain et pour pouvoir être plus performant. Enfin, moi, je dis toujours, quand on est fatigué, ce que vous allez mettre 1 heure à apprendre quelque chose quand vous êtes bien reposé. Quand on est fatigué, vous allez mettre 2 ou 3 fois plus de temps. Donc, on perd du temps au final. Donc, savoir se connaître. Tout comme le temps de sommeil, il faut savoir connaître quel est mon moment idéal pour m'endormir. Et comment on arrive à se connaître ? Est-ce qu'il y a des tests ? Alors, il y a des tests, il y a des auto-questionnaires, notamment pour savoir si on est plutôt du matin ou du soir. On a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Horne-Herzberg. C'est un auto-questionnaire où
on va poser un certain nombre de questions sur à quel moment je suis plus performant pour faire du sport, pour faire une activité mentale. Et ça nous donne un score qui nous permet de dire si je suis plutôt du matin ou plutôt du soir. D'accord. Est-ce qu'un réveil sur un sommeil profond peut influencer la fatigue sur la journée? Alors, c'est important d'essayer de se réveiller de façon spontanée. Et quand on se réveille de façon spontanée, en général, c'est la fin d'un cycle de sommeil. Et donc, c'est là où on est le plus performant dès le lever et dès la mise en route. Si vous êtes réveillé par un bruit extérieur, si vous êtes réveillé par votre réveil ou par votre téléphone qui sonne, si vous êtes réveillé effectivement en sommeil profond, vous n'allez pas être très en forme et pas très efficient tout de suite. Vous allez avoir ce qu'on appelle une ivresse, une inertie de sommeil et donc une difficulté à vous mettre en route. Si vous réveillez en sommeil paradoxal là où on rêve, on peut aussi avoir la sensation d'être mal réveillé et d'avoir des difficultés à bien se mettre en route également. Enfin, donc l'idéal, c'est de se réveiller spontanément à la fin d'un cycle. Il y a aussi une question que beaucoup d'étudiants, par exemple en PACES notamment, qui n'arrivent pas à faire leur nuit de sommeil complète, arrivent à compenser avec des siestes. Est-ce que les siestes sont vraiment efficaces? Oui, elles peuvent l'être, mais attention. La sieste, c'est tout à fait bénéfique si ça me permet d'être plus efficace après, de pouvoir repartir sur une bonne base pour mes révisions ou pour mes cours. Mais néanmoins, la sieste ne doit pas abréger ou raccourcir la durée du sommeil de nuit. Parce que si je fais 1 heure de sieste, que je suis efficace, mais que en contrepartie, mon sommeil nocturne, au lieu de durer 8 heures, il va durer que 6 heures parce que finalement je me réveille plus tôt ou j'ai du mal à m'endormir le soir, non, pas de sieste. Si par contre je dors bien la nuit mais que ça n'est pas suffisant, de s'accorder une petite sieste supplémentaire, oui. Après, c'est la durée de la sieste qui va être importante. Je dirais qu'il y a 2 types de siestes pour être optimale. C'est soit la sieste très courte, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Ça me permet de faire du sommeil léger, ça me permet de me reposer, mais de ne pas rentrer dans du sommeil profond. Ou alors, je fais carrément un cycle de sommeil. On a vu tout à l'heure que ça durait 1 heure et demie, et donc je fais un cycle d'1 heure et demie. Là, ça prend du temps quand même sur une journée de dormir 1 heure et demie. Mais à la fin de cette sieste d'1 heure et demie, je peux à nouveau être efficace et en forme. Le pire, c'est de dormir une demi-heure, 3/4 d'heure, de se réveiller en sommeil profond et de mettre 1 heure à sortir de sa sieste et être à nouveau efficient. D'accord. Ok. Et dans les cas des micro-siestes, Encore faut-il savoir la faire. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche marche très très bien. Si on parle des navigateurs en solitaire, ils ont appris à faire des micro-siestes et sur leur bateau à dormir quelques minutes. Ça peut être très réparateur. Mais encore faut-il savoir la faire, donc s'endormir vite, parce que si pour faire ma micro-sieste, je mets une demi-heure à m'endormir, c'est pas très efficient. 2, savoir se réveiller au bout de quelques minutes et à nouveau avoir un éveil efficace. Ça s'apprend, mais c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Ça s'apprend comment alors? Ça s'apprend en programmant un réveil sur son téléphone portable ou ça marche très bien aussi chez ceux qui ont appris à faire un peu de relaxation, de sophrologie, où ils ont cette capacité à faire du on-off très vite. D'accord. Voilà. Les rêves correspondent-ils à un sommeil profond? Alors, comme on vient de le voir juste avant, c'est plutôt en sommeil paradoxal où on va rêver, en sachant qu'on rêve quand même un peu en sommeil profond. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que ce sont des rêves un peu différents. Sommeil paradoxal, c'est des rêves qui sont très animés, très colorés, qui peuvent paraître très vrais finalement. Alors qu'en sommeil profond, ça serait des rêves un petit peu plus ternes. Voilà. On ne se souvient pas tous de ces rêves. Alors, c'est une question souvent qu'on me pose, donc j'y réponds parce que c'est normal de ne pas s'en souvenir. On s'en souvient si on est réveillé au moment d'un rêve. Et encore, si on n'en parle pas à quelqu'un très vite, on peut avoir « Ah bah oui, je me suis réveillée ce matin, je sais que je rêvais, mais de quoi je rêvais ?» Si on ne l'a pas écrit, si on n'en a pas parlé tout de suite, il peut s'oublier très très vite, ce rêve. Donc voilà, c'est surtout en sommeil paradoxal, et donc c'est surtout en fin de nuit. Si ça vous arrive de faire la grasse matinée, c'est souvent au moment d'une grasse matinée où on a l'impression de rêver beaucoup plus, parce que c'est en fin de nuit où surviennent ces phases de sommeil paradoxal et de rêve. Et du coup, est-ce que le sommeil paradoxal est un sommeil qui a plus effet d'être réparateur, ou au contraire, vu qu'on rêve, c'est moins réparateur qu'un sommeil profond ou qu'un sommeil léger? Alors,
Les fonctions du sommeil, on les connaît globalement, mais on ne sait pas très bien quel est le stade. Alors, il y a eu plein de théories depuis une cinquantaine d'années en disant le sommeil profond sert à se reposer physiquement, le sommeil paradoxal sert plutôt à élaborer, à devenir ce qu'on est sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel. Ce qu'on pense de plus en plus, c'est l'alternance de ces différents stades de sommeil qui fait que le sommeil a ces différentes fonctions. Et donc, les principales fonctions du sommeil, c'est le repos. Ça, vous l'avez tous expérimenté. Si on ne dort pas assez, on est somnolent le lendemain. C'est quand même le côté réparateur sur l'humeur. Là aussi, vous l'avez tous expérimenté. Si vous dormez mal la nuit, vous êtes grognon, râleur le lendemain, ou vous allez réagir très vite à quelque chose auquel, normalement, vous n'auriez pas forcément réagi de façon négative. On sait maintenant que c'est un rôle très important sur le plan cognitif. C'est-à-dire que c'est durant le sommeil, que vous allez oublier ce qui n'est pas pertinent et vous allez mémoriser à long terme ce qui est pertinent, ce qui est important. Et donc, ça va consolider notre mémoire à long terme. Et là, pour les révisions, pour le coup, c'est hyper important puisque c'est pendant le sommeil où vous allez consolider tout ce que vous avez appris la veille. Donc, il faut vraiment dormir, sauf si vous voulez faire de la mémoire immédiate et vous souvenir juste de certains éléments pour votre évaluation du lendemain ou du surlendemain. Mais l'idée, c'est quand même de consolider à long terme et que dans 5 ans, vous puissiez retrouver ce que vous avez appris en cours d'appareil locomoteur ou en cours de neurosciences. Et donc, c'est important de consolider, donc de dormir. Et c'est rarement ce qu'on fait quand on est étudiant. Voilà, c'est ce qu'on passe plus de temps à réviser qu'à dormir. Dans l'époque actuelle, le sommeil sert sur le plan immunitaire. C'est nos fonctions immunitaires sont restaurées et renforcées pendant le sommeil. Donc, dans le cadre de la pandémie, c'est hyper important de dormir. Ça protège sur le plan cardiovasculaire aussi. Le fait de mal dormir, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. Et chez le petit, ça permet de grandir, parce que c'est l'hormone de croissance est libérée pendant le sommeil profond, notamment. Donc voilà. Donc il y a plein de fonctions au sommeil, donc c'est important de dormir, ça c'est clair. Et vous aviez évoqué tout à l'heure le fait de faire des rêves plutôt le matin même. Est-ce que c'est vraiment efficace au lieu de se lever, de dormir encore un peu, une demi-heure par exemple? Est-ce que cette demi-heure est vraiment efficace? Tout ce qu'on peut prendre sur le sommeil, c'est important, surtout si on est en dette de sommeil. Voilà. D'accord. Quand on est en dette de sommeil, tout ce qui est pris, c'est bon à prendre. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Le truc, c'est que quand je fais une grasse matinée, il ne faut pas que le soir même, ça m'empêche de m'endormir à une heure correcte. Voilà, donc c'est là aussi. Le sommeil, c'est vraiment important de se connaître. Voilà. Se connaître pour le temps de sommeil, se connaître pour l'heure de coucher, de lever, savoir ce que je peux faire, pas faire. D'accord. Professeur, qu'est-ce que notre système circadien? Alors, notre système circadien, c'est notre fameuse horloge biologique qui nous permet de nous synchroniser sur 24 heures. Elle est synchronisée sur 24 heures parce qu'on est soumis à l'alternance lumière-obscurité. La journée, il y a de la lumière, et notamment de la lumière extérieure, et la lumière solaire, et donc là, en ce moment, c'est important parce qu'elle est bien là. Et la nuit, je suis dans le noir, et donc cette alternance lumière-obscurité, ça permet de synchroniser, d'organiser notre horloge biologique sur 24 heures. Et cette horloge biologique va entraîner ce qu'on appelle des rythmes circadiens, c'est-à-dire des rythmes basés sur le rythme de 24 heures. C'est votre rythme de température, c'est votre rythme alimentaire. Je mange matin, midi, soir, j'ai éventuellement faim au moment de mon goûter, je suis restée encore un peu enfant. C'est mon rythme de sommeil. Voilà, tout ça, c'est basé sur notre rythme circadien. Et c'est vraiment important et hyper important de s'exposer à la lumière naturelle, surtout dans ces périodes-là aussi actuellement où on est derrière les écrans, où on sort très peu, on sort même plus pour aller en cours parce que tout est en distanciel. Et je sais qu'un certain nombre d'étudiants ont perdu ce rythme de 24 heures. Et ça fait un petit peu peur. Et donc, ils abordent quel rythme alors s'ils ont perdu le rythme de 24 heures? Alors, soit un rythme de 25 heures, c'est-à-dire que naturellement, notre horloge biologique, quand elle n'est pas soumise aux rythmes sociaux, quand elle n'est pas soumise à l'alternance lumière-obscurité, elle va fonctionner sur 25 heures. Et donc, on va se décaler de jour en jour. Soit on va perdre tout rythme, c'est-à-dire je vais alterner des phases d'éveil et de sommeil de façon complètement aléatoire, sans rythme. Et donc c'est ce qui... Pardon.
J'étais une question, quand on avait commencé à avoir l'éclairage nocturne avec l'arrivée de Oui, c'est l'électricité et tout ça. ça, est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage de ce type-là enfin, du système circadien, du cycle de sommeil, dû au fait qu'on puisse, par exemple, ouvrir les commerces et vivre la nuit? Alors, déjà avec l'arrivée de l'électricité, etc., et puis surtout de toutes ces loisirs qu'on a pu avoir, déjà on a tous restreint notre temps de sommeil. En 2 générations, on a perdu quasiment 2 heures de sommeil en moyenne par nuit, ce qui est énorme, parce qu'en Ouais. 2 générations, vous n'avez pas modifié vos gènes. Ouais. Voilà. Donc Mhm. vos grands-parents, ils ont le même temps de sommeil nécessaire que vous-même, ou à l'inverse, vous avez le même temps de sommeil nécessaire que vos grands-parents, mais au même âge, ils dormaient beaucoup plus. Voilà, ça c'est clair, hein. On a vraiment perdu en temps de sommeil et c'est probablement ça qui explique aussi un peu l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, la prise de poids, l'obésité, c'est vraiment lié à la dette de sommeil. Ça c'est une première chose. Après, la lumière artificielle n'imite pas la lumière solaire. Quand j'entends lumière artificielle, c'est les néons, les lampes, les ampoules, etc. Par contre, les nouveaux écrans, et notamment les écrans à LED, et on y passe beaucoup de temps, ça imite la lumière solaire. Et donc, ça peut complètement décaler, effectivement, notre organisation circadienne. Ce d'autant plus qu'actuellement, on passe notre temps que devant les écrans, puisque comme tout est en distanciel, on passe un temps énorme devant ces écrans, et même des fois tard dans la journée ou tard dans la soirée. Donc, voilà, il faut faire très, très attention à la surexposition aux écrans, notamment pour ceux qui se plaignent de troubles du sommeil. Et c'est-à-dire qu'avant toute cette révolution, l'électricité, tout ça, on peut imaginer que les gens faisaient beaucoup plus de siestes, beaucoup plus de... C'était beaucoup moins codifié. Non, je pense qu'ils avaient surtout un rythme de sommeil beaucoup plus régulier. Ils se D'accord. couchaient à des heures correctes le soir pour se lever à des heures correctes le matin. Enfin, je pense que voilà, c'était plus codifié D'accord. la nuit. La journée, on est quand même dans une société où dormir, faire la sieste, c'est pas si bien vu, sauf si on se rapproche des territoires du sud. Voilà. Mhm. Mais notamment dans le nord, c'est quand même pas si bien vu que ça de faire la sieste. Enfin, culturellement, c'est pas ancré. D'accord. Ouais, bah, on voit tous dans le sud, la sieste c'est très répandu, surtout avec les travailleurs qui s'arrêtent de travailler en plein soleil, ils font une petite sieste et retournent travailler Voilà, après. ça c'est un vraiment... petit peu la photo qu'on a, un petit peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir. Mais même, dès qu'on se rapproche de la Méditerranée, les magasins ferment à la pause méridienne, ils ouvrent plus tard le soir. Enfin, c'est un rythme de vie qui est différent par rapport aux pays un peu plus nordiques. Clairement, il y a aussi, le sommeil est très influencé par le côté culturel. C'est culturel et aussi dû à l'ensoleillement, je suppose. Il y a l'ensoleillement Ouais. aussi. Et puis, je suis sûre que vous tous, vous avez dû remarquer que vous dormez différemment l'hiver par rapport à l'été. Nos heures de coucher, de lever s'adaptent un peu. Le temps de sommeil est plus long l'hiver que l'été. Voilà, on dort différemment. Et au moment du changement d'heure, comment on fait pour s'adapter réellement? Est-ce qu'on prend une semaine ou bien on... Comment ça se passe? Ça peut se passer très vite si on n'y Ouais. pense pas et si naturellement on switch très vite l'heure de plus ou l'heure de moins. Chez un adulte sans problème de santé, on s'adapte en une journée ou deux. Enfin, si vous allez à Londres, vous avez un décalage horaire d'1 heure. Quand vous allez à Londres, vous ne mettez pas 3 semaines à vous adapter Ouais. à l'horaire de Londres, parce qu'en plus, vous êtes heureux d'y aller. Et donc, ça se passe très très bien. D'accord. Donc, Qu'est-ce qui peut influencer sur notre système circadien, justement? à part la lumière, Ouais, les rythmes sociaux. d'accord. C'est ça. Alors pour ceux qui ont un déficit en alternance lumière-obscurité, normalement, ce qui prend le relais, par exemple chez les sujets malvoyants, ça va être le rythme social. Et là aussi, on l'a un peu perdu actuellement. Donc, normalement, c'est le fait de se lever pour aller en cours, pour aller en stage, pour aller travailler, le rythme des repas qu'on prend en famille ou qu'on prend au travail. Tout ça, ça va aussi synchroniser notre horloge sur 24 heures. Mhm. En période de révision, est-il important de faire du sport pour favoriser l'endormissement? Alors, le sport, c'est hyper important pour plein de choses, et notamment pour le sommeil également, parce que ça va synchroniser votre horloge biologique, ça va vous permettre de... Alors, c'est un peu bête ce que je vais dire, un peu basique, mais ça fatigue aussi de faire du sport. Et donc, voilà, ça entraîne aussi du sommeil. Alors, néanmoins, pour ceux qui dorment mal, je dis bien pour ceux qui dorment mal, parce que les autres font tout à fait ce qu'ils veulent avec le sport, il est recommandé pour ceux qui ont des difficultés de sommeil de faire du sport régulièrement, mais plutôt en début de journée.
Parce qu'en fin de journée, ça peut entraîner des difficultés d'endormissement par le fait de faire du sport, ça va augmenter la température corporelle. Si on augmente la température corporelle, on décale l'endormissement. Parce qu'on s'endort facilement au moment où notre température corporelle diminue. Voilà, donc ça peut artificiellement aggraver des troubles du sommeil chez ceux qui dorment mal. Je dis bien, ça c'est vraiment pour ceux qui ont des difficultés de sommeil. Celui qui dort bien, s'il a envie de faire du sport le soir, que ça ne le contrarie pas dans son sommeil, il peut tout à fait continuer à faire du sport le soir. Mais il est vivement recommandé de faire du sport, tout à fait. Peut-on prendre des huiles essentielles ou du thé pour favoriser cet endormissement à côté du sport? Alors, il y a des choses qui vont favoriser le sommeil, effectivement. Alors, le thé, c'est plutôt éveillant. On dit plutôt les tisanes, parce que la théine, tout comme la caféine, c'est éveillant. Et donc, c'est recommandé d'arrêter, là aussi pour ceux qui dorment mal, le thé, le café après 14h, 15h. Voilà. Par contre, une petite tisane, un petit lait chaud, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça aidait au sommeil, mais il y a le côté rassurant, je me pose, je me prépare au sommeil, qui fait que ça peut tout à fait aider certaines personnes à bien dormir. Les huiles essentielles, là aussi, ça n'a jamais montré un effet bénéfique sur le sommeil, mais je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir un espèce de rituel le soir au moment du coucher. Pour moi, qu'est-ce qui m'aide à m'endormir, à me préparer au sommeil, à faire cette transition entre la veille et le sommeil? Si c'est une petite tisane, si c'est une petite barre de chocolat, si c'est lire un livre, voilà, tout est bon pour ce qui va préparer au sommeil et m'apaiser et me permettre de couper avec ma journée. Parce que souvent, quand on a des difficultés à s'endormir, c'est beaucoup, je pense. Et donc, qu'est-ce qui me prépare à dormir? Par exemple, faire son lit, ça peut être... Pour certains, ça va être faire son lit, ça va être commencer à préparer sa chambre. Alors, le rituel, il ne faut pas non plus qu'il dure 3 heures, parce que là, ça commence à être problématique. Ça peut, chez certaines personnes, ils ont des rituels parfois très inventifs. Donc, attention, parce que c'est aussi un moyen, des fois, de retarder le sommeil. Parce que tout ce que je dois faire, ça m'évite d'aller au lit. Donc, il faut un rituel apaisant, de courte durée, et qui me permette de me préparer au sommeil. Les médicaments tels que le Novanui ou le Phytose Nuit ou autres sont-ils réellement efficaces et où sont-ils dangereux? Alors, d'abord, c'est pas tout à fait des médicaments. Enfin, c'est des substances, on va dire, qui sont vendues en parapharmacie. J'en citerai aucune parce que vous allez dans les pharmacies, c'est assez effrayant. Le nombre de boîtes avec le mot marqué « sommeil » pour vous aider à dormir, à y avoir un sommeil plus efficace, etc., qui sont quand même vendus à des prix qui sont très variables. Et je pense que certaines personnes peuvent dépenser des fortunes ou des petites fortunes dans ce type de médicaments. Là aussi, à ce jour, il n'y a quasiment pas d'études bien contrôlées qui permettent de dire « oui, c'est efficace sur le sommeil ». Ça devrait peut-être démarrer assez prochainement pour certaines substances. Là aussi, moi, je pense que ça fait partie du rituel. Je pense qu'il ne faut pas abuser de ces trucs-là. Il faut surtout consulter son médecin si vraiment on a des problèmes de sommeil et traiter le pourquoi du trouble du sommeil. Je dors mal parce que je suis anxieux. Je vais traiter mon anxiété. Je vais traiter mon anxiété par du sport. Je vais traiter mon anxiété par de la sophrologie, de la relaxation. Voilà, mais ça ne sert à rien de dépenser des fortunes pour aller acheter ce type de produit. Je dors mal parce que je prends du café jusqu'à 20h et personne ne m'a dit que le café, c'était pas bon pour le sommeil, ou je fume le soir. Là aussi, la nicotine est éveillante. On va essayer d'arrêter ça pour voir qu'est-ce qui reste ensuite. Je dors mal parce que je me lève tous les jours à midi. Oui, effectivement, je ne vais pas m'endormir avant 1h ou 2h du matin si je me lève à midi tous les jours, parce que finalement, mon temps de sommeil, il est bien, mais il est décalé. Et donc, il faut traiter ce décalage. Nous, on donne quasiment jamais de médicaments pour dormir. On traite le pourquoi. Il faut vraiment passer du temps avec la personne pour trouver le pourquoi. Et ça va vraiment permettre d'éviter de passer par de l'Euphytose ou de la Novanui, comme vous avez dit, ou bien d'autres produits qui existent en pharmacie. Si c'est à prendre pour quelques jours, pour aider à passer un cap éventuellement avec la question, est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est un réel effet sur le sommeil? Voilà. Il vaut mieux à la rigueur prendre une petite tisane avec un peu de millepertuis ou de plein de choses.
D'accord, donc c'est ce que vous recommandez pour par exemple, les PACES qui vont passer leur concours bientôt. Voilà, essayez de trouver un rituel qui vous permette de vous endormir. Essayez de trouver quelque chose qui vous coupe un petit peu de vos cours, de vos révisions pour déstresser le soir. Essayez peut-être d'en parler avec votre médecin généraliste. Et si vraiment vous avez des gros soucis de sommeil ou même des questions sur votre sommeil, moi, il y a un truc que je peux vous recommander actuellement qui vient de sortir par une équipe de Bordeaux. C'est une application qui est sur tous les smartphones. Ça s'appelle Canopé, Kanop2E. C'est une application qui est téléchargeable gratuitement. On va vous demander, pendant une dizaine ou une quinzaine de jours, de remplir un agenda du sommeil sur cette application. Et ça va vous donner ensuite quelques recommandations d'hygiène de vie, où ça va vous recommander vos troubles du sommeil sont trop sévères, consultez, et ça va vous renvoyer vers un centre de sommeil. Et donc ça peut vraiment être un bon moyen de s'auto-tester sur son sommeil de façon très simple à la maison et ensuite d'en parler à son médecin ou d'aller plus loin dans la prise en charge du sommeil si besoin. Et ils font en plus une partie addiction aussi sur cette application, donc on peut faire le sommeil et les addictions. Donc je pense que pour les étudiants, c'est hyper intéressant et facile d'accès. C'est vrai que ça peut être une excellente application. J'aurais bien aimé l'avoir en PACES. Et vous avez parlé de centre du sommeil, il y en a un à Lille. Oui. Et est-ce qu'il y en a d'autres dans la région? Alors, il y a les centres du sommeil. Nous, on a la chance au CHU d'avoir un centre du sommeil qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qui prend vraiment en charge tous les troubles du sommeil, insomnie, hypersomnie, les gens qui font des cauchemars, etc. Et ce, quel que soit l'âge, puisqu'on prend des tout petits jusqu'aux très âgés. Dans la région, oui, il y a d'autres unités de sommeil. Il y en a en privé, il y en a dans certains CH de la région. Souvent un peu plus centré sur la partie respiratoire des troubles du sommeil et notamment l'apnée du sommeil. Voilà, puis après, il y a quelques médecins libéraux aussi qui font du sommeil, un petit peu tout venant, enfin, ça c'est clair. Mais il y a une formation spécifique qui s'appelle un DU sur le sommeil. Donc il y a des médecins qui l'ont dans la région. On en forme une dizaine par an depuis au moins 20 ans. Donc à force, ça commence à en faire. Ouais. Et puis maintenant, on a aussi une formation spécialisée transversale, une FST sommeil pour les internes actuellement en médecine. Donc, on va former des hyper spécialistes du sommeil dans les années à venir. Donc ça, c'est chouette. D'accord. En cas de réveil nocturne, vaut-il mieux attendre de retomber dans un sommeil ou de se lever directement Alors, on se réveille tous, toutes les nuits. À la fin de chaque cycle de sommeil, on a tous un petit éveil. Alors, vous en rendez pas forcément compte parce qu'il va durer quelques secondes ou une minute ou deux. Puis, comme vous n'êtes pas préoccupé par votre sommeil, vous allez le balayer de votre mémoire, de votre souvenir. Et le lendemain matin, vous aurez l'impression d'avoir fait une nuit complète. Donc, déjà, c'est normal de se réveiller. Quand on se réveille, il vaut mieux rester au lit. Parce qu'on va retrouver le sommeil et on va retomber dans le cycle de sommeil suivant. Par contre, si je me réveille et puis ça y est, ça dure 5, 10, 15, 20 minutes, je m'agite, je tourne dans tous les sens, je rumine, parfois il vaut mieux se lever, aller boire un petit truc chaud, pas de café, ne pas commencer à réviser ou à faire du ménage ou à faire plein d'activités, se poser tranquillement et se dire, allez, ça y est, là je suis en train de me réassoupir et je retourne au lit. Et donc là, on peut pas, par exemple, commencer donc à faire du sport ou à réviser pour justement, si on n'arrive pas à se réendormir juste après? Ah non, surtout pas, parce que là, la nuit est terminée. Ouais, okay. Ou alors, vous allez sauter 1 ou 2 cycles de sommeil D'accord, et votre nuit va être particulièrement courte. Si vous stimulez votre cerveau, quelle que soit l'activité, à partir du moment où elle vous stimule, où elle est éveillante, c'est fini, vous n'allez pas trouver le sommeil, surtout si vous avez déjà dormi 3, 4 ou 5 heures. Et si jamais on est envahi par le stress et que du coup on sent le cœur battre dans la poitrine et qu'on se dit qu'on va pas se rendormir, vaut-il mieux attendre dans le lit en attendant le sommeil? Ou alors il vaut mieux carrément sortir du lit et essayer de faire une activité? Alors, il vaut mieux sortir du lit, Ouais. ou alors s'occuper l'esprit par quelque chose, mais qui va être apaisant et qui ne va pas me stimuler. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être une musique, pour certains. La musique, elle peut être tout à fait soporifique et puis permettre de se rendormir. Ça peut être une lecture, mais pas une lecture passionnante. Ouais. Je ne donnerai pas de titre de livre, parce qu'un jour, j'avais donné un titre de livre. On m'avait dit, mais non, surtout pas, celui-là est passionnant. On se trouve un livre pour soi-même qui n'est pas passionnant, avec des longues descriptions, D'accord. voilà, quelque chose qui vous stimule pas, et puis ça va vous permettre de vous rendormir. Ou alors, écouter une application. Vous voyez, je parle alors que je dis, il ne faut pas passer trop de temps devant les écrans. Je dis qu'il y a des applications, mais
Des applications relaxation, sophrologie type petit bambou, où ça permet là aussi de pouvoir se rendormir facilement, tout en évitant d'avoir des ruminations, des pensées anxieuses. D'accord. Quand on parlait d'appli de sophrologie, il faut éviter les réseaux sociaux, par exemple ou, Pour le sommeil, moi, je dis qu'il faut éviter les réseaux sociaux. Ça, c'est clair, parce que le réseau social, vous allez échanger, ça va vous stimuler en général, et donc ça va faire pire que mieux. Enfin, non, surtout pas. Je m'en doutais un petit peu. SMS, réseaux sociaux, mail, tout ça, non. À mettre de côté avant le À réveil mettre du de matin. côté, voilà. Et pour une des dernières questions, les grasses matinées sont-elles efficaces pour récupérer le sommeil perdu en début de nuit? Par exemple, si on se couche un peu plus tard un soir, on va se dire, je vais récupérer mon sommeil le matin. Les grasses matinées, oui, si ça n'empêche pas de s'endormir bien le soir. Voilà. Mais si effectivement vous êtes en dette de sommeil, que ça vous fait du bien, oui, pourquoi pas. Mais attention au décalage. Voilà, il ne faut pas que, à force, mon sommeil se décale de plus en plus vers le petit matin, parce que certains sont complètement décalés. Et donc, il faut faire attention à bien rester synchro par rapport à son horloge biologique. Est-ce qu'il existe une sorte de norme de température dans la chambre pour avoir un sommeil réparateur? Il ne faut pas... Alors, comme je vous l'ai dit, on s'endort au moment où notre température corporelle diminue. On se réveille au moment où elle réaugmente. Donc, la température idéale, c'est 17-18 degrés, pas plus dans une chambre, justement pour favoriser cette baisse de température du soir et permettre un endormissement de bonne qualité. Puis à partir du moment où vous êtes sous votre couette, vous n'avez pas froid. Donc, voilà. Pas de lumière trop intensive dans la chambre, petite veilleuse, si ça rassure, voilà. Le tout, c'est de trouver un bon environnement pour le sommeil. Mais effectivement, la température, c'est important. D'accord. Tout comme le rythme alimentaire aussi, pas trop manger le soir. Ça ne sert à rien non plus de faire le repas hyper copieux le soir. Il vaut mieux le privilégier pour le midi quand c'est possible. D'accord. Pour permettre l'endormissement. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement les facteurs favorisants pour avoir un sommeil réparateur? Par exemple, comme soit le matériel comme matelas, tout ça, ou les conditions d'endormissement comme on a parlé ou, Alors, il y a plein de choses. Déjà, il y a l'environnement, donc plutôt au calme. Alors, quand on a la possibilité de dormir au calme, parce qu'il y a certaines personnes qui dorment dans des environnements, dans des appartements qui sont très bruyants, mais l'idéal, c'est de dormir au calme, plutôt à l'abri de la lumière, sauf la petite veilleuse éventuellement si ça rassure. Température, on en a parlé, 17-18 degrés. La literie adaptée. Pour soi-même, là aussi, il y a certains... Alors, des fois, on me demande matelas mou, matelas dur. C'est chacun ce qui Chacun lui... son matelas. Voilà, chacun son matelas, chacun son oreiller, chacun sa couette. Voilà, ça, c'est important. Mais en tout cas, de s'y sentir bien. Ça, c'est important. D'avoir un cadre, une décoration qui est apaisante pour soi-même, là aussi, c'est important. Ça, c'est l'environnement au moment du sommeil. Après, comme on l'a dit, c'est tout ce qui va préparer au sommeil qui est important. Donc, c'est faire une transition entre ma journée qui a peut-être été agitée et ma nuit où je dois couper. Et donc, d'avoir ce rituel où je coupe, où j'ai une activité qui me détend, qui me permet de me préparer au sommeil. Et si on remonte même encore un peu dans la journée, il y a le repas du soir qui doit être normal, pas trop copieux. Éviter l'alcool le soir. L'alcool, ça aide à dormir, mais ça entraîne un sommeil léger, un sommeil fragmenté, et ça aggrave les cauchemars. Voilà, donc attention à la prise d'alcool le soir. On n'a pas parlé des toxiques aussi. On a parlé un peu du tabac qui est éveillant. Il y a tout ce qui est cannabis qui, là aussi, va entraîner un sommeil un peu plus rapide, mais aussi un peu déstructuré, avec moins de sommeil paradoxal. Et donc, ça peut perturber aussi le sommeil. D'accord. Que pensez-vous des grands PDG d'entreprise qui ne savent dormir que 3 heures, par exemple? Moi, je pense qu'il y en a une partie qui ne sont pas des vrais cours dormeurs et c'est des gens souvent en privation de sommeil. D'accord. Après, est-ce qu'ils dorment réellement que 3 heures? Moi, j'aimerais bien aller voir quand même au quotidien, parce qu'il y a aussi tout le mythe. Ouais. Je suis quelqu'un qui a vraiment pas besoin de sommeil, qui est hyper fort. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir la part de vrais cours dormeurs dans ceux-là et ceux qui prétendent dormir aussi peu que ça. Enfin, voilà. On va pas plus loin. Notre président, paraît-il, dort très peu. C'est une chance. Les cours dormeurs, c'est...
quand on a une vie en plus très active, où on a besoin de faire plein de choses, d'avoir besoin que de dormir. Moi, je dis court dormeur, c'est 5-6 heures, ce qui est déjà pas beaucoup, hein, de dormir 5-6 heures. C'est une réelle chance. Ça nous permet d'avoir 18 ou 19 heures d'éveil efficace sans être fatigué, sans être somnolent. C'est génial, hein, contrairement au long dormeur qui a besoin de dormir 9 heures. 9 heures si je dois me lever à 7 heures pour aller en cours ou en stage ou au boulot. Ça veut dire qu'à 22 heures, je dois déjà être au lit en train de dormir. C'est pas facile à caser. Hein. Ouais. Ah bah, moi, je suis pas tombé dans la bonne catégorie. Et ouais, mais c'est la catégorie quand même, c'est 15%, hein, les longs dormeurs. Hein, voilà, les courts dormeurs, c'est 5 petits pourcents de population. Donc, c'est pas si fréquent que ça. Hein. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment leur temps de sommeil. Et c'est un peu un enjeu sociétal aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est la course c'est la course au plus petit dormeur. Et c'est limite, c'est ce qui est favorisé. C'est un facteur favorisé dans la société de dire qu'on dort pas beaucoup, Mhm. alors qu'on devrait plutôt privilégier celui qui dort mieux. Tout à fait. Et surtout, on a besoin de dormir. Enfin, on sait maintenant, notamment aux États-Unis, qui sont un pays où il y a une grosse privation chronique de sommeil parce que les gens parfois cumulent 2 ou 3 boulots pour finir les fins de mois. Et on sait que ceux-là sont plus à risque de développer des obésités, du diabète, des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est nécessaire de dormir, vraiment. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler des pathologies, enfin du coup des maladies les plus fréquentes liées au sommeil dans lesquelles on peut se retrouver ou... La plus fréquente, c'est l'insomnie. Ça, c'est clair. J'ai du mal à m'endormir le soir, ou je me réveille souvent la nuit, ou je me réveille tôt le matin et j'arrive pas à me rendormir. Et donc, dans l'insomnie, comme on l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est vraiment trouver le pourquoi de l'insomnie. Parce que je suis anxieuse, parce que je suis déprimée, parce que j'ai des mauvaises habitudes de vie, parce que j'ai un syndrome des jambes sans repos qui m'oblige à bouger les jambes le soir. Voilà. Et on va traiter le pourquoi de l'insomnie. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça, c'est le grand premier groupe de troubles du sommeil. Et on sait qu'avec cette période, en plus avec cette pandémie, les troubles du sommeil de type insomnie se sont nettement aggravés parce qu'on est dans une période très anxiogène, avec peu de visibilité sur l'avenir. Il y a certaines catégories sociales ou professionnelles qui ont vraiment des grosses difficultés de sommeil du fait de cette incertitude. Ensuite, on a toutes les pathologies qui sont liées plutôt à une somnolence, parce que soit le sommeil est insuffisamment réparateur, comme dans le syndrome d'apnée du sommeil, les gens qui ronflent, qui s'arrêtent de respirer la nuit. Et donc là, on a besoin d'aller analyser leur respiration, leur ventilation la nuit pour aller corriger ces apnées. Soit parce qu'ils ont un besoin de sommeil plus important. C'est les patients hypersomniaques ou narcoleptiques. C'est des maladies neurologiques qui entraînent vraiment des accès de somnolence importants. Et dans la somnolence, il y a ceux qui ne dorment pas assez. On parlait du chef d'entreprise qui dort 3 heures. Il peut aussi être somnolent, tout simplement parce qu'il ne dort pas assez la nuit. Et que pour être en forme, il faut dormir suffisamment. Troisième grand groupe de troubles du sommeil, c'est ce que nous, on appelle les parasomnies dans notre jargon. C'est tous les événements moteurs qui surviennent pendant le sommeil. C'est je suis somnambule, je fais des cauchemars, je grince des dents, je parle en dormant. La plupart de ces parasomnies sont presque physiologiques, c'est-à-dire que ça peut arriver comme ça, sans grosses conséquences a priori sur la journée. Et après, on a les troubles du sommeil liés au décalage du rythme, on en a déjà parlé un peu. Ça peut être je me couche tard, je me lève tard. Ça peut être celui qui voyage fréquemment à l'étranger. Ça peut être le décalage lié au changement d'heure. Voilà, tout ça, c'est les troubles du rythme circadien. Mais du coup, vous venez de dire que se coucher tard et se lever tard, c'est pas forcément, enfin, c'est pas bénéfique. Mais du coup, avec l'arrivée des cours en distanciel et la perte de synchroniseurs externes, on a plus le fait de se lever tôt pour aller en cours, par exemple. Est-ce qu'il faut se forcer soi-même à vraiment se fixer un rythme de je me couche tôt, je me lève tôt, ou où on peut quand même se laisser un peu aller sur le sommeil? Moi, je pense que quand même, l'idée, c'est de revenir à une vie normale le plus rapidement possible et de pouvoir revenir en cours en présentiel, d'aller en stage, d'aller faire votre job d'été. Enfin voilà, il y aura plein de choses qui vont revenir, j'espère, assez vite à la normale, ou le plus normal possible. Donc je pense que l'idéal, c'est de pas trop se décaler. C'est très facile de se décaler, c'est beaucoup plus difficile de se resynchroniser. Donc l'idéal, alors je ne vais pas recommander de se coucher à 21h comme les poules. Voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je pense que de se forcer à se lever entre 7 et 8 heures le matin, je pense que c'est hyper important. Parce que rien que si on
parle de vos examens qui vont bientôt arriver, vos examens vont être le matin, je pense. Ils vont commencer à quelle heure? 8 heures, 9 heures. 8 heures, Voilà. un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir être en forme, allez, on va Dès dire le à matin. 9 heures, dès le matin, enfin, et être en forme pour rédiger, pour répondre à des QCM, pour répondre à des crocs, enfin, il va falloir être efficace quand même. Donc ça veut dire qu'il faut très vite, dès maintenant, je pense, quand même recaler son horloge pour que pour ces fameux examens en présentiel, la plupart des étudiants soient prêts à être efficaces sur leur copie. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il ne faut pas faire ça le week-end d'avant pour le lundi. Je pense que ça se prépare. Donc l'idéal, c'est oui, de se forcer à se lever comme si vous alliez en cours, comme si vous alliez en stage, et de garder un rythme à peu près synchro du rythme habituel. Ça, je vous invite fortement à essayer de garder ce rythme-là, ou à de le reprendre. Je sais que certains sont revenus en présentiel pour justement se resynchroniser. J'avais fait un petit sondage dans l'amphi là, au début de mes cours de physiologie endocrinienne. Et certains m'ont dit ça m'a permis de reprendre un petit peu un rythme normal. Ouais, d'avoir un cadre de vie Un qu'on cadre de avait vie. perdu. Oui. Parce que si on vit en famille, ça va. Mhm. Si on est tout seul dans son studio, en centre-ville, sans synchroniseur, ça peut être un peu plus compliqué. Que pensez-vous du système scolaire? Est-il adapté, enfin, dans le sens où est-il adapté à justement cette physiologie du sommeil? Oula, ça c'est un grand débat. Enfin, alors, je pense qu'il est adapté pour les petits, pas fort. Enfin, le système scolaire, il a ses avantages et ses inconvénients en fonction de chaque classe d'âge. Alors, quand vous parlez système scolaire, je ne sais pas si on parle de la maternelle, mais à la maternelle, je pense que les tout petits, globalement, ils s'y retrouvent parce qu'ils ont la capacité, par exemple, en petite section, de faire une sieste sur leur lieu d'école. À partir du moment où ils rentrent en moyenne ou grande section, en général, dans la plupart des écoles, ils n'ont plus de lit pour faire la sieste. Donc déjà, ils sont en privation de sommeil parce qu'on les empêche de faire une bonne sieste, pour la plupart, dans de bonnes conditions. Primaire, tout dépend de l'activité de papa-maman. Si je suis amenée à la garderie à 7h30 du matin et qu'on me récupère à 18h, je fais plus que mes parents en termes d'activité de vie et donc ça peut être pénalisant. Enfin, collège-lycée, c'est là où notre horloge se décale, où on a tendance à se coucher tard et à se lever tard. Et on les fait arriver à l'école très tôt, à 8h du matin. Pas facile. Ça pique. Et c'est un petit peu, ça pique. Alors ça permet de garder un rythme, mais c'est pas complètement adapté à la physiologie de l'adolescent. Enfin, voilà. Et la vie étudiante, je dirais que vous gérez quand même un petit peu vos cours, tout ça de votre vie, un petit peu en fonction de vos loisirs, de vos cours, etc. Et que globalement, vous rentrez quand même dans le monde du travail à un moment donné et qu'il faut bien prendre un rythme un petit peu plus classique, on va dire 8 heures jusqu'à fin de journée. Ouais. Ouais, ça sert d'adaptation au futur rythme au final. Ça sert d'adaptation au futur rythme, tout à fait. D'accord. Est-ce que nous serions plus efficaces en faisant 9h, 13h plutôt que 8h midi? Je pense que certains le seraient plus et d'autres moins. Enfin, Ouais. parce que certains, à partir de 7h, 7h30 du matin, ils sont en forme, ils sont efficaces. Donc, D'accord. je dirais que l'idéal, ça serait de pouvoir adapter les horaires à sa propre chronobiologie, à ses propres besoins et à sa propre physiologie. Mais ça, c'est un peu compliqué. Alors, le distanciel le permet un peu, parce qu'on peut lancer le Zoom, les enregistrements vidéo un peu au moment où on a envie et au moment où on est le plus efficace, mais avec le danger de dériver complètement parce qu'on n'a plus d'obligation. Des questions, Hippolyte, encore? Moi, c'est bon, ça m'a l'air bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, professeur Monaca. C'était un plaisir de vous recevoir sur un sujet quand même très intéressant, le sommeil qui nous concerne tous et dont on n'a pas forcément toutes les réponses. Et du coup, on peut le rappeler, n'hésitez pas à aller voir Canopé, Kanop2e, qui est une application d'évaluation du sommeil, qui peut vous aider si jamais vous avez quelques problèmes de sommeil pour vous faire diagnostiquer ou aller voir, comme on l'a dit, un centre par exemple au CHU de Lille. Merci à vous pour votre invitation. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est une émission qui doit rendre service à tous les PACES et tous les PASS et tous les LAS qui vont passer leur concours. Maintenant, il y en a beaucoup. Ce contexte actuel. Nous aussi, ça va pas tarder non plus. et toutes les promotions, effectivement, de médecine, mais aussi étudiantes. Donc, merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne journée.
Merci et au revoir. Ce qu'on peut retenir de cette émission, c'est chacun son matelas, chacun son oreiller et chacun sa couette. Tout à fait. À la semaine prochaine avec le Grand Échange, émission réalisée par l'Actuality Team avec le journal de la Corpo. À bientôt. À bientôt.